Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est le journal du soir dont voici les principales articulations. La persistance de l'épidémie de la fièvre hémorragique de type Ebola continue de faire des victimes, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique en Guinée. Le secteur de l'hôtellerie bat de l'aile depuis plusieurs semaines. L'impact de la maladie achève de décourager les opérateurs économiques. Nous le verrons avec Marina Mendeman. Et cette poignée de main historique en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York entre le Premier ministre britannique et le président iranien David Cameron et Hassan Rouhani ont échangé sur des questions diverses. Plusieurs années après la suspension des relations diplomatiques entre les deux pays, un réchauffement sans doute favorisé par la poursuite d'un objectif commun, c'est-à-dire l'éradication de l'État islamique. Ce sera le point d'Uriel Abaga. Et puis au Gabon, cette campagne du renouveau charismatique catholique qui multiplie les sorties dans tout le pays pour contrecarrer le succès grandissant des évangélistes protestants, mais aussi pour récupérer les brebis égarées. La tâche ne semble cependant pas facile au regard de l'acharnement et la conviction des uns et des autres de détenir la vérité. Le papier de Roland Djakou vers la fin du journal. Voilà pour la vitrine. Les détails dans un court instant. Bienvenue. 10 personnes d'origine somalienne et kenyane soupçonnées d'activités terroristes en Ouganda ont été remis en garde à vue à mercredi après être parus devant la justice à Kampala. Ils seraient membres d'Al-Shabaab, un groupe terroriste somalien affilié à Al-Qaïda. La correspondance de Somberonba. 8 hommes et 2 femmes suspectés d'activités terroristes par la justice ougandaise ont été interpellés et placés en garde à vue mercredi à Kampala. Selon la police, il s'agit des membres du groupe terroriste Al-Shabaab réfugiés en Ouganda. 9 d'entre eux sont des Somaliens et le 10e est un Kenyan. Âgé de 20 à 31 ans, ils exercent comme hommes d'affaires et pilotes dans le pays. Au vu de l'arsenal découvert dans leurs habitations situées notamment aux alentours de l'ambassade des États-Unis à Kampala, tout porte à croire qu'ils s'apprêtaient à perpétrer un attentat. Soutenant le groupe Al-Shabaab, sachant ou ayant des raisons de croire que leur soutien serait utilisé pour la préparation et la perpétration d'actes de terrorisme. L'Ouganda est un des principaux fournisseurs d'hommes à la force de l'Union africaine en Somalie, une présence qui est dénoncée par le groupe Al-Shabaab. Celui-ci a indiqué il y a 2 semaines, au lendemain de la mort de son chef tué lors de frappes américaines, qu'il se vengerait et attaquerait les intérêts américains et de l'Union africaine. Les 10 accusés qui seront jugés le 7 octobre prochain ont pourtant tenu à se faire entendre. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des réfugiés, nous sommes de bonnes personnes. En tout, ce sont 19 hommes et femmes qui ont été interpellés. Aucune information sur ce que sont devenus les 9 autres personnes. La sécurité a été renforcée autour de l'ambassade américaine. L'Ouganda a souvent été le théâtre d'attentats terroristes visant les intérêts américains. Le dernier attentat revendiqué par Al-Shabaab en 2010 avait causé la mort de 76 personnes. Parlons à présent de ce fait de société au Mali. La course au visa est une traversée du désert dans le pays. Les candidats à l'immigration sont nombreux malgré les péripéties à obtenir ce précieux sésame. Les ambassades n'en donnent d'ailleurs plus beaucoup. Frustration et tristesse accompagnent ces potentiels voyageurs. Nyagnon Traoré d'Afrique Actualité. Ici, c'est la déventure du consulat de France au Mali. Et c'est comme ça tous les jours ouvrables. Le nombre de demandeurs de visa augmente exponentiellement. Cependant, ils sont rares à trouver le précieux sésame. Dans la recherche de visa, les difficultés sont énormes. Et regardez, j'ai toutes les pièces qu'ils m'ont demandées. Mais ça fait 6 fois maintenant qu'ils me refusent le visa. Et je ne suis pas le seul. Aussi, il y a ceux qui veulent aller étudier ou chercher du travail. Moi, je veux juste aller prendre les marchandises et revenir les vendre ici. Ce taux de demandeur veut étudier en France. Son rêve de fréquenter l'une des célèbres universités françaises se bute à l'obtention du visa français. Ça fait 3 ans, j'ai en train de chercher des passeports français. Je n'ai pas trouvé encore. Vous voulez partir en France, pourquoi? Pour l'étude là-bas. Pour faire une chose encore. Vous allez écrire l'ambassade à travers Internet? Ouais, s'il me répond, après je retourne encore. C'est ça qu'il m'a dit.
Beaucoup attribuent ce refus aux autorités maliennes. Ça fait 5 ans que j'accompagne les gens, j'assiste les gens à fournir les dossiers pour venir faire le dépôt. Le pays doit s'impliquer devant surtout les responsables pour venir s'enquérir les raisons pour lesquelles la France refuse de donner les visas aux Maliens. S'il y en a des solutions, je pense que c'est aux autorités d'envisager ça. Le cas du consulat de France au Mali n'est pas isolé. Presque toutes les ambassades et tous les consulats européens et ceux des États-Unis sont envahis tous les jours par les malheureux demandeurs. On parle d'éducation à présent en République démocratique du Congo. La rentrée scolaire fixée au lundi 8 septembre 2014 ne l'a été que pour une partie des élèves, mais pas pour les enfants des Congolais expulsés de Brazzaville qui, condamnés à passer les nuits à la belle étoile et abandonnés à leur propre sort, n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est du moins le constat fait par Sylvie Ngalula d'Afrique Actualité. Installés ici dans ces sites situés à l'enceinte de la maison communale de Kinshasa, au centre de la capitale de la RDC, depuis leur expulsion de Brazzaville, cette centaine de familles congolaises de la RDC sombrent peu à peu dans les oubliettes. Alors que leurs semblables ont déjà repris le chemin de l'école depuis le 8 septembre dernier, ces enfants, eux, prolongent encore, s'il faut le dire, leurs vacances. Démunis et vivant dans une promiscuité sans pareil, leurs parents ne sont pas à mesure de leur payer l'école. Ni les gouvernements, moins encore les organismes de droits de l'homme, ne pensent à poser un acte pour améliorer leur situation depuis leur installation sur ces sites après s'être expulsés de Brazzaville. Et pourtant, ces enfants font partie de l'élite congolaise de demain. Ils ont saisi cette opportunité pour lancer un SOS à toute personne éprise d'humanisme. Nous avons besoin d'étudier, mais depuis que l'État nous a promis de nous prendre en charge, il ne fait rien pour nous. Et pourtant, à Brazzaville, on suivait les cours régulièrement. Et voilà les conditions dans lesquelles nous vivons ici. Que l'État fasse quelque chose pour nous. Regardez comment nous mourons de faim. J'ai mal au cœur lorsque je vois mes amis aller à l'école. Que les autorités nous viennent en aide, surtout pour la gratuité de l'école. Un appel touchant est repris en écho par les parents victimes d'expulsion. Je n'ai pas assez de moyens pour envoyer mes enfants à l'école. Je lance un appel à toute personne de bonne volonté qui peut m'aider à scolariser mes enfants, dit cet homme. Dans l'attente d'une quelconque solution, ces enfants continuent à contempler les mouvements des autres enfants qui, eux, ont déjà repris le chemin de l'école à Kinshasa. Santé à présent, 7 mois après le début officiel de l'épidémie d'Ebola en Guinée, l'économie est de plus en plus touchée. La capitale Conakry, qui accueillait de nombreux hommes d'affaires, des compagnies minières, hôtels et restaurants, ont perdu la majorité de leur clientèle. Un problème pour ces opérateurs économiques qui ne font plus de bénéfices. Marina Mendeman nous en dit davantage. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola en Guinée, les opérateurs économiques n'arrivent plus à enregistrer des bénéfices dans leurs activités quotidiennes. Avec la fermeture des frontières et le non-fonctionnement des compagnies aériennes, nombreux sont les hôtels et les restaurants qui se retrouvent sans clients. Je gère un restaurant qui ne marche plus. Depuis qu'ils ont parlé affaire de Ebola, vraiment ça ne marche plus. Si vous remarquez, tu peux même compter les clients qui sont là et ça a beaucoup joué. Les gens ne comprennent pas, les gens ne viennent plus manger parce qu'ils ont peur. Et je peux dire qu'ils ont raison, ils ont peur de manger n'importe où. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce virus a déjà fait près de 3000 morts en Afrique de l'Ouest. Et la Guinée reste l'un des pays les plus touchés. Un problème qui crée la psychose et la panique dans l'esprit de plusieurs touristes et investisseurs. On est presque à 0% d'occupation. J'ai 50 chambres dans cet hôtel par exemple. Et il n'y a que 2 occupations. Et c'est des compatriotes sénégalais qui n'arrivent même plus à payer. Donc, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. Nombre de ces opérateurs ne parviennent plus à payer leurs employés, ce qui pourrait porter un coup fatal à leur quotidien. Et justement, moins d'une semaine après le confinement total de sa population pour tenter d'enrayer la propagation d'Ebola, la Sierra Leone a décidé de nouvelles mesures de quarantaine avant une réunion à l'ONU sur l'épidémie qui fait rage en Afrique de l'Ouest.
Vous le savez, cette fièvre hémorragique virale hautement contagieuse a fait 2917 morts sur 6263 cas recensés dans plusieurs pays de la région, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé publié jeudi à Genève. Les districts de Port-Locaux et Bombali au nord et Moyamba au sud sont mis en quarantaine avec effet immédiat. La Fondation pour le développement des médias en Ouganda, à travers son projet Action pour la transparence, a lancé une application permettant aux citoyens de dénoncer tout acte de corruption à partir d'un téléphone mobile. Nous allons le voir dans ce reportage de Aziz Maïga. L'ombre de la corruption plane dans cette école comme partout en Ouganda. Mais une application pour smartphone appelée Action pour la transparence pourrait aider à changer cela. Nous voulons savoir si le gouvernement dit que ce montant a été débloqué et donné à l'école X. Est-ce que ce montant exact est parvenu à l'école? Et s'il est parvenu à l'école, est-ce que ça a été utilisé conformément au budget? Dénoncer la corruption n'est pas encore un automatisme chez les Ougandais comme partout en Afrique. Avec cette application, le processus est simplifié. En cliquant sur « Alerter », l'information est transmise aux autorités concernées tout en gardant l'anonymat. Nous développons des instruments et nous travaillons avec un réseau de communautés pour fournir des données sur les allocations des budgets aux écoles et aux centres de santé. Et plus tard, on espère d'autres secteurs. On offre avec notre application et site internet une plateforme pour que les gens dénoncent sans peur. Que ce soit pour payer ou pour surveiller le trafic routier, l'usage du téléphone portable est très développé en Afrique. Et si l'expérience réussit, lutter contre la corruption sera alors entre les mains de tous. Rappelons que ce projet envisage de former plus de 2000 journalistes militants des droits de l'homme et des dirigeants locaux sur la gestion budgétaire. Et parlons de cette rencontre historique ce mercredi en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. David Cameron, Premier ministre britannique, s'est entretenu avec le président iranien Hassan Rouhani. Au cours de ce tête-à-tête historique, donc, je vous le disais, les deux dirigeants ont échangé au sujet de questions diverses, telles que la participation de l'Iran dans la lutte contre l'État islamique souhaitée par une partie de la coalition montée par les États-Unis. Des précisions dans ce reportage d'Uriel Abaga. Le chef du gouvernement britannique, David Cameron, et Hassan Rouhani, président iranien, ont eu une discussion ce mercredi au siège des Nations Unies. Cette rencontre était la première entre Londres et Téhéran depuis la révolution iranienne de 1979. Il s'agissait pour le Premier ministre britannique de pousser l'Iran à rallier la grande coalition qui a pour but de lutter contre le mouvement État islamique qui fait la loi en Irak et en Syrie. David Cameron a également évoqué la réouverture d'une ambassade de Grande-Bretagne à Téhéran, 3 ans après la destruction par des manifestants iraniens de l'édifice qui abritait la représentation diplomatique britannique. Cet incident avait causé la fermeture de l'ambassade d'Iran à Londres et l'expulsion du personnel qui y travaillait. Hassan Rouhani essaye de mettre un terme à l'isolement diplomatique de son pays et restaurer une économie amoindrie par des sanctions internationales. Il a d'ailleurs posté sur son compte Twitter une photo du chef du gouvernement britannique et de lui qu'il a intitulé « Engagement constructif ». Signalant qu'il a rencontré le président français François Hollande un jour avant dans sa quête de réhabilitation de l'image de l'Iran. Et au cours de cette session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a affirmé que les droits de l'homme et l'état de droit sont attaqués partout dans le monde. Un discours fort qui a interpellé les dirigeants du monde. L'analyse de Larissa Faltraori. Au cours de la session de haut niveau annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, cette semaine, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a tenu un discours circonstanciel dans lequel il affirme que les droits de l'homme sont attaqués partout dans le monde. C'est un discours qui vise à renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. Barils explosifs utilisés en Syrie, décapitations, attaques contre les hôpitaux, réfugiés, convois humanitaires de l'ONU sont autant d'éléments qui amènent le secrétaire général Ban Ki-moon à décrier avec acharnement cet état du monde très sombre. Mesdames et messieurs,
Cette année a été terrible pour les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Des barils explosifs aux décapitations, en passant par les attaques contre des hôpitaux, refuges de l'ONU et convois humanitaires, ou les tentatives pour affamer les civils. Les droits de l'homme et l'état de droit sont attaqués. En outre, le secrétaire général de l'ONU, à travers son discours, interpelle et fustige les organisations terroristes entretenues par les dirigeants islamistes du monde entier. Pour illustrer cela, il a entre autres mentionné les conflits en cours de Gaza à la Syrie et l'Irak, en passant par l'Ukraine et la Centrafrique. Tous ces conflits concourent selon lui à la perte de valeur des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Il déplore la recrudescence de situations de guerre qui dégradent les liens de collaboration entre États. C'est dans ce sens qu'il invite tous les gouvernements à anticiper davantage sur les problèmes et pouvoir de manière prompte trouver des consensus politiques. Les propos tenus par le secrétaire général de l'ONU sont interpellateurs au regard de la barbarie des groupes terroristes qui déciment les peuples. L'Organisation des Nations Unies a des défis à relever, aussi majeurs soient-ils, afin d'assurer la paix et la sécurité des pays épris de stabilité. Dans le même temps, Barack Obama a appelé le monde à se joindre à la lutte contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie, affirmant sa détermination à ne pas céder face aux menaces. Nous ne céderons pas et nous démontrerons que l'avenir appartient à ceux qui construisent, pas à ceux qui détruisent, a affirmé le président américain. Les États-Unis ont mené un total de 198 frappes aériennes depuis le 8 août et appuyé par les alliés, 20 en Syrie depuis lundi. Il a aussi appelé à lutter contre l'espace occupé par les extrémistes sur Internet et sur les réseaux sociaux. À chaque sortie en mer, après 50 jours de guerre sanglante entre Israéliens et Palestiniens, c'est le même scénario pour les pêcheurs gazaouis. À peine à 5000 nautiques au large de Gaza, ils sont sommés de rebrousser chemin. Une situation qui porte un coup à cette activité dans une région longtemps réputée pour ses fruits de mer et ses poissons. Le reportage d'Aziz Maïga. Les pêcheurs de Gaza travaillent désormais presque à perte car le blocus israélien mis en place en 2006 leur interdit de s'aventurer plus loin que 6000 nautiques. Or, la plupart des poissons se trouvent au-delà de cette limite. La majorité des pêcheurs a décidé de travailler ailleurs et de quitter la mer parce qu'elle n'est plus rentable et ne nous permet plus de nourrir nos enfants. On se débrouille à peine. Cet été, des dizaines de bateaux de pêche ont été détruits par des frappes israéliennes et les pêcheurs ont dû attendre la trêve de la guerre annoncée le 26 août dernier pour relancer à nouveau leurs filets. En attendant la reprise des négociations sur les conditions de la trêve entre Palestiniens et Israéliens, les pêcheurs espèrent la construction d'un port et l'agrandissement de la zone de pêche autorisée. Le futur des pêcheurs est entre les mains des négociateurs au Caire. Nous demandons sérieusement qu'ils nous mettent en tête de leurs priorités. Nous sommes fatigués, ça fait 10 ans qu'on vit sous le blocus. Les accords d'Oslo de 1993 prévoyaient une zone de pêche de 20 000 nautiques. Une zone petit à petit réduite et qui étouffe les pêcheurs de Gaza. Aujourd'hui, 84% d'entre eux ne survivent que grâce aux aides de l'ONU. En France, à présent, 500 à 600 personnes, c'est le nombre de salariés d'Air France qui se sont rassemblés ce mercredi devant le siège de la compagnie aérienne à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Objectif, exprimer leur opposition à la grève des pilotes qui perdure depuis 10 jours. Dina Koussou pour les détails. Après 10 jours de grève, plus de 500 salariés d'Air France se sont rassemblés ce mercredi devant le siège de la compagnie aérienne à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour manifester leur mécontentement à la grève des pilotes. Pour certains employés, cette situation n'a que trop duré. Le fait de continuer à travailler malgré l'appel à la grève me semble être la meilleure façon de montrer que des pilotes sont favorables à la croissance de l'entreprise. Et deuxièmement, comme je le disais, j'estime que je n'ai pas le droit de confisquer le fruit des efforts qui ont été faits par l'ensemble des salariés du groupe pour redresser la compagnie. D'autres salariés estiment également qu'une minorité d'employés n'a pas le droit de freiner la croissance de toute une entreprise et de paralyser le travail d'autant de personnes.
les efforts ont été faits et aujourd'hui ils sont en train d'être gâchés par une minorité de personnel. Combien pèse-t-il? 5% au niveau de cette entreprise et ils bloquent tout. C'est scandaleux. Précisons que cette grève des syndicats de pilotes d'Air France, qui cloue au sol plus de la moitié des avions depuis le 15 septembre, vient d'égaler ce mercredi le record du plus long conflit mené par les pilotes de cette compagnie aérienne. Presque au même climat outre-Manche où des centaines de taxis ont bloqué le centre de Londres pour manifester contre l'autorité locale Transport of London, à laquelle ils reprochent de ne pas faire assez pour protéger le public des services de taxis illégaux et de rickshaws. Ludovic Bitteguet. Des centaines de taxis londoniens, les célèbres Black Cabs, ont bloqué mercredi le centre-ville de Londres pour dénoncer l'inaction du maire Boris Johnson et de Transport for London, l'organisation publique responsable des licences face à la reconnaissance de taxis illégaux. Nous nous attendons à quelques 5000 chauffeurs cet après-midi. Comme vous pouvez le voir, ça n'avance pas bien le trafic et ça ne fait que 10 minutes que ça a commencé. Notre manifestation est très bien soutenue. Nous avons un soutien universel parmi les chauffeurs des taxis de Londres et également des voitures privées. Ils nous soutiennent aussi parce qu'ils en ont ras-le-bol de l'inefficacité de Transport for London, tout comme nous. Pour la seconde fois en 3 mois, les célèbres taxis noirs ont mené une grande opération d'escargot, bloquant le quartier central des ministères. Ils protestent contre la société de VTC Uber, à qui ils accusent d'utiliser illégalement une application de smartphone pour calculer les tarifs de course, alors que le taximètre serait interdit aux chauffeurs du privé. Apparemment, nous sommes un symbole à Londres, dont on devrait s'occuper de nous. Nous avons passé des années à apprendre le plan de Londres et on ne s'occupe pas de nous. D'autres entreprises entrent dans le marché des taxis illégaux et ils s'en sortent. La police ne fait rien. Transport for London ne fait rien. Alors, on a dû faire quelque chose. Les chauffeurs ont joué du klaxon et exhibé un ragéant gonflable, représentant selon eux la trahison du maire Boris Johnson dans sa défense des intérêts des taxis. C'est arrivé au stade où le maire de Londres et l'autorité locale Transport for London, qui régule et donne les permis des taxis à Londres, c'est arrivé à un stade où leur gestion, leur ineptitude, leur inefficacité, leur incompétence, quel que soit le mot qu'on puisse choisir pour les qualifier, est devenu légendaire. Notons que l'organisme public local, responsable des transports en commun de la ville de Londres, Transport of London, a refusé d'intervenir. Pour eux, la société Uber ne viole pas la loi et l'application utilisée par les chauffeurs VTC servirait seulement à calculer les données sur la distance parcourue et le temps de la course, ce qui n'est pas illégal en soi. En Afrique centrale, à présent, culture et religion, durant tout le mois de septembre, le renouveau charismatique catholique du Gabon va prêcher dans tous les pays pour contrecarrer le succès grandissant des évangélistes protestants et aussi pour récupérer les brebis égarées, un événement qui a débuté depuis le 23 septembre dernier. Roland Djakou pour les Des cris de joie, des chants d'adoration, des pleurs et des prières, voilà ce qui est au menu depuis le mardi 23 septembre 2014 au renouveau charismatique, une vague de réveil apparue au milieu des années 1960 avec le Concile Vatican II. Au niveau du Gabon, on compte près de 80% des chrétiens dont la majorité est catholique. Et à travers le renouveau, les adeptes veulent donner la possibilité à tous ceux qui aiment cette forme de louange de pouvoir faire l'expérience du renouvellement de l'esprit. Ce qui se vit dans le renouveau se vit selon l'esprit catholique. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, déjà au niveau de l'organisation, nous avons un aumônier, c'est-à-dire un prêtre, qui est chargé normalement d'écouter, de voir que tout ce qui se vit au niveau du renouveau se vit selon l'esprit catholique, selon la doctrine de l'Église catholique. Devant la gare ferroviaire d'Ovendo, commune située au sud de Libreville, des laïcs se succèdent sur le podium pour chanter des louanges au Seigneur devant plusieurs centaines de fidèles, souriants et conquis. Durant tout le mois de septembre, le renouveau charismatique catholique va prêcher dans le pays pour récupérer les brebis égarées et aussi contrer le succès grandissant des pentecôtistes qui ont une autre perception du mouvement charismatique. Nous, ce que nous faisons, c'est exactement l'Esprit de Dieu qui travaille. Mais dans les membres charismatiques, si nous rentrons là,
nous allons constater plusieurs choses. Nous allons découvrir plusieurs choses qui ne sont même pas bibliques. Mais alors que l'Esprit de Dieu doit agir dans l'Église puissamment en se basant sur ce que la Bible a dit. Exalté par les rythmes africains de l'orchestre, la foule se déhanche en agitant les chapelets, les bras levés au ciel. On est bien loin de la rigueur et du formalisme des messes traditionnelles de l'Église romaine. Nous atteignons à présent les 3 dernières feuilles du journal consacré au football. L'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest procède ce jeudi à Lomé au tirage au sort des poules de la 7e édition du tournoi de football qui marque le 20e anniversaire de l'Union. Voyons ce reportage de Mamadou Nian qui nous donne les contours de cet événement. Rendez-vous annuel des sélections de football des 8 pays de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, l'édition 2014 verra la participation du Togo, pays organisateur, du Burkina Faso, vainqueur de l'édition 2013, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger et du Sénégal. L'édition 2014 coïncide avec le 20e anniversaire de l'Union monétaire qui saisit l'occasion pour honorer Tommy Sylvestre, ancien gardien de but de l'étoile filante et de l'équipe nationale togolaise. Le 7e tournoi de l'UMOA se disputera du 29 au 29 novembre prochain. Il faut souhaiter que le spectre du virus Ebola qui sévit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest ne vienne compromettre la tenue du tournoi qui a jusque-là connu un succès populaire. Sport, football, toujours mondial au Qatar. Le président de la Fédération allemande de football plaide pour plus de transparence quant à l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Voyons le reportage de Willy Tonangoy de Bambera. Wolfgang Niersbach, le président de la Fédération allemande de football, a plaidé pour plus de transparence sur les conditions d'attribution des Coupes du Monde en Russie et au Qatar dans un entretien paru ce jeudi dans la presse allemande. Nous ne souhaitons rien de plus qu'une explication rapide afin que toute spéculation soit terminée, a-t-il déclaré dans une interview au quotidien allemand Frankfurter. Il s'est dit attaché dans cet entretien à ce que le président de la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, l'allemand Hans-Joachim Eckert, évalue les résultats de l'enquête avec soin, puis prenne des décisions claires. Je pars du principe que ces décisions seront ensuite publiées. Mercredi dernier, Michael Garcia, l'enquêteur en charge de faire la lumière sur les conditions d'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, avait réclamé la publication intégrale du rapport qu'il a remis à la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. À noter que l'attribution du mondial 2022 au Qatar continue de faire des remous et figure sur l'agenda du comité exécutif de la FIFA jeudi et vendredi à Zurich. La Confédération africaine de football a apporté son soutien au président sortant de la FIFA, le Suisse Joseph Blatter, en quête d'un 5e mandat à la tête du football international. La déclaration de la CAF a été faite lors d'une réunion tenue à Addis Abeba pour la désignation des pays devant abriter les CAN 2019, 2021 et 2023. Des précisions de Michel Zuey. La Fédération africaine de football a apporté son soutien au président sortant de la FIFA, Sepp Blatter, au cours de l'Assemblée générale qui a désigné à Addis Abeba les organisateurs des CAN 2019, 2021 et 2023. Le Suisse Joseph Blatter, qui est en quête d'un 5e mandat à la tête du football mondial, a vu l'instance dirigeante du football annoncer qu'elle compte le soutenir au cours de l'année 2015 à l'occasion de l'élection à la candidature de la FIFA. Un soutien loin d'être anodin donc, puisque Blatter avait laissé entendre qu'il serait favorable à l'idée de voir le continent africain davantage représenté lors des phases finales de la Coupe du Monde. Avec le soutien de la CAF qui regroupe 54 fédérations affiliées à la FIFA, Blatter part déjà avec une petite longueur d'avance. Lui qui a œuvré à l'organisation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, la première de l'histoire africaine. Voilà, c'est la fin de ce journal et voici le rappel de ses principales manchettes. La persistance de l'épidémie de la fièvre hémorragique de type Ebola continue de faire des victimes aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique en Guinée. Le secteur de l'hôtellerie bat de l'aile depuis plusieurs semaines. L'impact de la maladie achève de décourager les opérateurs économiques.
Cette poignée de main historique en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York entre le Premier ministre britannique et le président iranien David Cameron et Hassan Rouhani ont échangé sur des questions diverses plusieurs années après la suspension des relations diplomatiques entre les deux pays. Un réchauffement sans doute favorisé par la poursuite d'un objectif commun, l'éradication de l'État islamique. Et puis au Gabon, cette campagne du renouveau charismatique catholique qui multiplie ses sorties dans tout le pays pour contrer le succès grandissant des évangélistes protestants, mais aussi pour récupérer les brebis égarées. La tâche ne semble pas facile au regard de l'acharnement et la conviction des uns et des autres de détenir la vérité. La méditation de ce soir sur les désirs et les goûts tirés de la culture Peul. Chaque oiseau chante les louanges de l'endroit où il passe la saison chaude. Bonsoir.